Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus au Festival Atmosphère, que vous soyez avec nous ici en salle ou derrière votre écran. Bienvenue pour cette nouvelle conférence où nous allons évoquer ensemble le défi écologique des nouvelles mobilités. On peut dire que c'est un défi de taille. Sans vous assommer de chiffres, je vous en donne 3. Le premier, 31%. 31% des émissions françaises de gaz à effet de serre, avec 31% des émissions françaises de gaz à effet de serre. Le secteur des transports est la première source d'émissions. Il s'inscrit devant le secteur du bâtiment, de l'agriculture et de l'industrie qui sont ex aequo tous les trois. Parmi les transports, la voiture représente plus de la moitié des émissions. Et il faut savoir que 85% des ménages en disposent, dont 93% en dehors des villes. Néanmoins, précision importante, face à ces chiffres, il est important d'essayer de sortir d'une vision centrée sur les grandes agglomérations qui ont déjà engagé des efforts de décarbonation et se rappeler que l'essentiel des kilomètres aujourd'hui parcourus au quotidien sont le fait des trajets entre le périurbain et les agglomérations. On le sait, le déplacement, il fait partie de nos vies quotidiennes, que ce soit pour aller travailler, étudier, se nourrir, se soigner, se divertir ou encore se rencontrer. Alors comment se déplacer moins, mieux, mais aussi autrement. Aujourd'hui, on va donc aborder ce vaste sujet du défi écologique des nouvelles mobilités avec des acteurs qui pensent et qui agissent en faveur de la mobilité de demain. J'ai le plaisir de les accueillir. Johanna Casalas, qui est ingénieure à l'ADEME, Jérôme Zindi, vélo reporter et réalisateur environnement, Anaïs Rochi, qui est sociologue à l'ADEME, et enfin Justina Swat, fondatrice de Tiny Labs, où elle est directrice du design systémique et également designer. On peut les applaudir chaleureusement pour démarrer. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de plan de table, hein. Pas de souci. Bonsoir à tous les quatre. On va essayer peut-être de poser les bases de notre sujet pour démarrer avec vous, Anaïs. En premier lieu, il est important de s'intéresser au comportement de mobilité, mais également aux évolutions, et notamment au regard des préoccupations environnementales, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, c'est ce qui va nous préoccuper principalement. À l'ADEME, justement, vous avez réalisé un baromètre d'opinion. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu les grands enseignements de ce baromètre ? Oui, bonsoir tout le monde. Donc effectivement, déjà ce que je voudrais commencer par dire, c'est que les objectifs de changement climatique ne pourront pas être atteints avec les seules solutions technologiques. Et donc on va être amené à modifier nos modes de vie inévitablement. Et donc quand je dis modifier nos modes de vie, c'est à la fois modifier nos comportements individuels, mais aussi modifier notre organisation collective, et donc faire évoluer nos choix de politique publique et plus globalement nos choix de société. Vous l'avez dit, le transport, c'est le principal secteur émetteur. C'est aussi celui qui a le plus de mal à réduire ces dernières années ses émissions. Et donc les enjeux sont vraiment énormes. Donc effectivement, on a plusieurs baromètres d'opinion à l'ADEME. Donc c'est des enquêtes qu'on fait auprès de la population, qu'on renouvelle chaque année. Et ce qu'on peut voir, c'est que les Français ont vraiment pris la mesure du changement climatique, de l'urgence climatique. Ils se montrent très préoccupés par les questions environnementales. Il y a eu une vraie évolution, notamment depuis 2019, où il y a eu une vraie accélération de cette prise de conscience, et ça se maintient dans les principales préoccupations des Français, malgré d'autres enjeux plus conjoncturels, comme quand il y a eu le Covid ou la hausse des prix, etc. Mais que malgré cette prise de conscience de cette urgence et du changement climatique, mais aussi du fait qu'on devra nécessairement changer nos modes de vie, c'est pas pour autant que les pratiques déclarées changent pour autant à la hauteur des enjeux. Et en fait, donc s'il y a des pratiques qui sont déjà très bien instaurées, comme trier les déchets ou réduire sa consommation d'énergie dans le logement, par exemple, il y a d'autres pratiques qui sont très très compliquées à faire évoluer, et c'est particulièrement les pratiques de mobilité, où on voit que l'usage de la voiture, qui reste effectivement le mode largement utilisé, massivement utilisé au quotidien, il est très lié en fait à la densité des territoires et donc aussi à l'offre de mobilité alternative. Et donc là, il y a vraiment des inégalités territoriales très fortes
où on voit qu'effectivement 8 habitants sur 10 ont pour mode principal la voiture en milieu rural, alors que c'est 2 fois moins dans les centres des métropoles. Et à Paris, par exemple, où il y a une profusion d'alternatives à la voiture, on est autour de 10% qui utilisent la voiture. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, notre baromètre, donc on interroge les gens sur aussi ce qu'ils déclarent faire, etc. On voit qu'il y a assez peu d'évolution finalement pour ce qui touche la mobilité ces dernières années, un peu pour les modes actifs, donc le vélo, la voiture, mais par exemple les transports en commun, le covoiturage, l'autopartage, ça stagne, ça bouge très peu ou de manière variable, mais voilà, par rapport à plusieurs années avant, ça n'a pas évolué. Et donc le défi aujourd'hui, c'est vraiment non seulement de pouvoir réduire notre usage individuel, systématique de la voiture, mais finalement, plus encore, c'est de changer notre modèle du tout-voiture. En fait, là, la dépendance automobile qu'on voit aujourd'hui, notamment dans les territoires urbains et ruraux, périurbains et ruraux, pardon, elle a pris des décennies à se construire par le développement d'infrastructures, le développement de l'étalement urbain qui a poussé à aller toujours plus loin, etc. Par la publicité aussi, qui donne une image de la voiture et qui forge aussi des normes sociales et tout un imaginaire autour de la voiture. Et donc l'enjeu, c'est vraiment aujourd'hui de pouvoir faire évoluer en fait tous ces cadres structurels pour arriver à faire évoluer ces pratiques. Et qu'est-ce qui motiverait les citoyens à opérer un changement, on va dire, de pratique et de comportement et puis quelque part de mode de transport sur le sujet des motivations que vous avez questionnées, qu'est-ce qui ressortait ? Ouais. Alors, on voit que la motivation environnementale, c'est rarement la motivation première. Hein. On prend sa voiture avant tout parce qu'on n'a pas d'autre choix. C'est ce qui ressort d'un de nos baromètres. Et c'est loin devant le reste. En numéro 2, c'est le mode le plus rapide, le plus pratique. Et finalement, ces éléments de liberté, de confort, de sécurité auxquels on associe beaucoup la voiture, ça arrive qu'en 3e position et loin derrière. Et donc là encore, je réinsiste un peu sur ce fait que finalement, on choisit la voiture aujourd'hui de plus en plus pour des raisons très factuelles, donc pour des raisons économiques, parce qu'on n'a pas d'autre choix, ou parce que c'est le mode le plus pratique, le plus rapide, alors que quand on compare avec d'autres modes, donc par exemple le vélo ou la marche, là c'est des modes qui sont beaucoup plus utilisés par plaisir. La motivation plaisir arrive largement en tête, et la motivation environnementale aussi. Donc voilà. Et par ailleurs, on a 83% des Français qui considèrent que l'usage de leur voiture aujourd'hui correspond à leurs besoins, qui ne sont pas dans l'excès. On a une question, on leur demande est-ce que vous considérez que ça répond à votre besoin, ou est-ce que vous avez une pratique un peu excessive, ou à l'inverse pas suffisante. Et donc globalement, les gens ont l'impression d'utiliser juste besoin, si je peux dire, leur voiture. Et donc il y a vraiment cette difficulté en fait à pouvoir faire autrement. Donc les motivations, elles vont être compliquées tant qu'on n'aura pas développé plein de solutions alternatives pour pouvoir donner aux gens les moyens de faire autrement. Et quand on interroge les gens sur leur disposition à évoluer, justement, à changer leurs pratiques, finalement, on voit que, pour ce qui concerne la voiture en particulier, ils sont assez réticents à faire évoluer leurs pratiques. Les personnes qui ont au moins 2 voitures sont que 46% à envisager d'en posséder plus qu'une. Et ceux qui n'ont qu'une voiture rejettent l'idée de ne plus en avoir du tout dans 9 cas sur 10. Donc on est très loin d'avoir un renoncement très attaché à la voiture. Voilà. Mais très attaché aussi parce qu'il n'y a pas de solution convenable aujourd'hui. Enfin, je voudrais vraiment insister là-dessus quand même. Et voilà. Et par ailleurs, un dernier petit chiffre, il y a 52% des personnes qui se déplacent dans des véhicules volumineux, parce qu'on n'a pas parlé de la taille, mais il y a de plus en plus enfin, les véhicules sont de plus en plus lourds et de plus en plus gros. Donc 52% qui seraient prêts à se déplacer dans un véhicule plus petit. Donc voilà, 1 sur 2, on dit qu'il y a peut-être aussi un peu de marge de manœuvre pour aller vers des véhicules un peu plus petits. Alors, pour poursuivre, justement, ce qui est intéressant sur le sujet des comportements et des pratiques, c'est qu'on a quelque part votre propre expérience, Jérôme.
Je disais, vous êtes vélo reporter. On va avoir des images juste après pour mieux vous figurer ce que vous faites exactement. Et c'est assez incroyable. Vous avez eu votre propre déclic écologique, ce qui vous a poussé et engagé à changer vos modes de déplacement. Est-ce que vous acceptez de témoigner justement de votre prise de conscience ? Oui, bien sûr, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors moi, je suis l'antithèse de ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un univers où la voiture est quelque chose de fascinant, en fait. Mon père travaillait pour le milieu de l'industrie automobile, je viens d'Alsace, il y a PSA, Peugeot, c'est devenu Stellantis depuis. Donc pour moi, ça faisait partie, on parle beaucoup des nouveaux récits, des imaginaires, moi ça faisait partie de mon quotidien. C'est-à-dire qu'on regardait Turbo avec mon père le samedi, émission de voiture. Il m'emmenait au salon de l'auto à Genève, donc dans l'album de famille, je suis gamin en train de poser devant des véhicules. On regardait le Paris-Dakar avec mon père, c'est quelque chose qui me fascinait, me faisait rêver. Et donc tout ça pour dire que c'est sans doute par hasard si pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé dans le milieu de l'aventure automobile, dans l'univers du rallye raid notamment, pour être plus précis. Donc pour moi, ça signifiait 4x4, hélico, avion. Donc évidemment un bilan carbone désastreux, je dois clairement l'avouer. Et donc voilà, je me suis éclaté sur les premières années de ma carrière professionnelle, hein, je ne vais pas dire le contraire, c'était extraordinaire. Et puis évidemment, plus le temps passait, plus comme tout le monde, je ne peux pas dire que je n'étais pas au courant des enjeux qui sont les nôtres, du dérèglement climatique et des autres impacts. Mais au départ, je construisais ma vie et j'ai mis tout ça de côté. Et puis plus le temps passait, plus finalement j'étais ancré dans ce système-là, plus je me documentais et plus je commençais à avoir une sorte de dissonance cognitive entre mon activité et le besoin de faire différemment. Et puis j'ai eu une grosse claque en 2019. En fait, je suis parti faire une randonnée en Auvergne. L'Auvergne, hein, c'est volcan vert. Tout le monde voit la pub Volvic, hein, pour parler des imaginaires. Sauf qu'en juillet 2019, c'était tout sauf vert. C'était très sec. Je discute avec des éleveurs qui sont obligés de vendre une partie de leur bétail faute de production autoforagère suffisante. Donc en gros, plus assez d'aliments pour nourrir leurs animaux. Et puis j'arrive dans un village et là, image de Mad Max, je vois un village ravitaillé par des camions-citernes d'eau. Donc là, je prends 2 claques. La première, c'est en fait le réchauffement climatique est déjà là. C'est plus un vague concept au bout du monde. Non, c'est là en France, dans les régions où on s'attend le moins. Et la deuxième claque, c'est qu'on n'en parle pas. En juillet 2019, quand on regarde les médias, c'est super, il fait 40 degrés, on peut manger une bonne glace et se rafraîchir dans la piscine, quoi. Et donc là, je découvre les médias indépendants, Reporter par exemple, qui fait un travail extraordinaire. Et j'ouvre cette boîte de Pandore et je me rends compte des impacts, etc. Et en janvier 2020, je décide de tout quitter, de repartir à zéro. Donc excite les rallye raids automobiles, je vends mon gros SUV, hein, puisque j'avais un gros SUV, je vends la moto, je vends le camping-car. Enfin, j'ai vraiment coché toutes les cases du déplacement 100% énergie fossile. Et puis je veux réinventer mon métier, donc celui de réalisateur, de reporter, et je cherche un outil pour le faire et je découvre le vélo à assistance électrique, et notamment le vélo solaire, donc un vélo qui produit lui-même son énergie. Donc voilà, je passe du tout au tout, à la fois sur le fond pour traiter de sujets vraiment qui concernent le bien commun et pas juste du plaisir de quelques-uns comme c'est le cas pour les rallye raids, et sur la forme en essayant de le faire avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Avec une logique évidemment de pédagogie et de conscientisation, on va en reparler dans un instant. Il y a un sujet qui vous lie d'ailleurs avec l'ADEME, qui est la nouvelle aventure qui s'inscrit dans le cadre de l'Extrême Défi, et on va en parler avec vous, Johanna. L'Extrême Défi, donc, qui a été lancé en 2022 par l'ADEME. L'objectif était de créer de nouvelles solutions de déplacement pour justement remplacer la voiture dans les déplacements au quotidien des territoires périurbains et ruraux. Est-ce que vous pouvez peut-être juste nous rappeler quelle est l'approche de départ et comment se décline cet extrême défi? Bien sûr, donc bonsoir à toutes et à tous. L'extrême défi, donc, il a été lancé donc, depuis 3 ans. Et l'idée, c'est de favoriser l'émergence donc des solutions entre les vélos et la voiture, donc ce qu'on appelle des véhicules intermédiaires. Pourquoi? Donc, parce que il y a plusieurs déplacements qui se voient limités pour le faire à vélo, soit par les conditions météo ou par les reliefs ou les distances. Et donc, on va vers la voiture quand on n'a pas d'autres solutions. Et la voiture, donc, elle est surdimensionnée pour la plupart des besoins où on va tout seul ou à deux avec un sac, tout simplement. Donc, l'Extrême Défi propose un cahier des charges ambitieux
pour imaginer des véhicules qui pourraient être entre les vélos et la voiture. Donc beaucoup plus légers, 10 fois plus légers, plus simples, avec des pièces les plus standards possibles et des façons d'assembler les plus simples possibles pour donc s'approcher au mieux du vélo dans les conditions de réparation et de durabilité, donc avec une idée de réparabilité à l'infini, beaucoup plus économe et aussi donc beaucoup plus durable et avec des vitesses donc limitées entre 25, 45 ou 90 km/h. Donc l'ADEME accompagne des équipes qui souhaitent relever ces défis de différentes manières, donc avec des financements, donc des appels à projets pour accompagner dès l'idéation vers le prototypage et vers l'industrialisation. Et donc les côtés le plus innovant, c'est pas forcément les véhicules, mais c'est la manière de travailler entre les équipes. Donc l'idée, c'est de favoriser une coopération entre ces équipes, donc même ceux qui sont dans la partie idéation, qui puissent s'inspirer de ceux qui sont déjà vers l'industrialisation, et aussi d'identifier les pièces qui pourraient être fabriquées par une même machine, même s'ils répondent à différentes solutions. Donc les solutions sont très diverses. Et donc entre constructeurs, l'idée c'est d'établir une complémentarité et donc avancer ensemble, pas comme d'une façon, on va dire, des concurrences comme on a l'habitude de faire, mais plutôt des coopétitions. Donc des coopérations. Logique de mutualisation aussi. Donc mutualisation des procédés, donc avec l'idée des usines distribuées. Et de partage. Donc on anime 11 groupes de travail pour approfondir sur les différentes thématiques dans la conception de ces véhicules. Donc d'un côté, il y a toutes ces questions de l'offre de ces véhicules qu'on ne connaît pas encore assez, mais que ça émerge de plus en plus. On accompagne un peu plus de 50 équipes. Et d'autre part, c'est de se demander qui va utiliser ces véhicules, pour quels besoins, finalement, à quel usage ils répondent, sachant qu'ils sont très différents, donc ils peuvent répondre aussi à différents cas d'usage. Et c'est intéressant de se dire qu'on a tous des quotidiens différents, donc des cas d'usage différents. Donc nos solutions peuvent être aussi différentes, pas forcément la voiture qui répond à tout. Et ça, du coup, c'est une réflexion donc très différente dont on n'a pas l'habitude, mais on va en parler tout à l'heure. Donc, pour approfondir sur ces questions des usages, on met en place des expérimentations au sein des différents territoires. Donc, on facilite l'arrivée des véhicules qui sont déjà homologués ou industrialisés, mais aussi des prototypes, pour que les collectivités territoriales donc, puissent tester déjà en interne avec les agents communaux, mais aussi le proposer à des habitants donc, qui souhaitent, qui vont être donc, pionniers dans les tests de ces véhicules et qui acceptent de remplacer la voiture pour ces véhicules pendant un mois et donner des retours d'expérience qui vont permettre au constructeur d'améliorer son prototype, mais aussi au territoire de comprendre les conditions de circulation les plus favorables. Et on va revenir tout à l'heure justement sur un ou deux exemples d'expérimentation que vous avez menées. Anaïs, vous l'évoquiez en introduction, pour opérer la transition de nos modes de déplacement, de nos modes de transport, ça suppose de questionner et de repenser nos imaginaires. Justina, vous faites au quotidien justement un travail de veille assez fouillé. Vous faites une veille sur les différentes publicités. Il y a deux exemples que vous vouliez nous partager aujourd'hui. Donc, c'est deux publicités télé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les diffuser l'une à la suite de l'autre. Vous allez comprendre. Et ensuite, je vous laisserai, Justina, nous les commenter. On regarde. Très bien.
mood-changing technology at the touch of one button. Introducing the 100% electric Nissan Leaf. Innovation for the planet. Innovation for all. Voilà. Justina, je vous laisse commenter. Oui, c'est ma passion secrète. Hein. Je veux dire, je passe pas mon temps à collectionner le pub, mais effectivement, oui, l'année dernière, d'ailleurs dans le contexte de projet Extrême Défi, on s'est posé la question si on voulait vraiment faire une transition, jusqu'à où devons-nous aller. En tant que designer, à la base, c'est très fort. À la base, je suis urbaniste et architecte, donc je connais les questions d'infrastructure. Je sais que la ville était conçue à la base de notre accès à la mobilité des voitures. Donc, on s'est beaucoup posé la question avec Gabriel Plaza, le fondateur d'Extrême Défi, jusqu'où on va aller dans ce projet. Donc là, il y a 3 ans, en 3e année, on s'est fixé comme objectif la question de changement des imaginaires. Donc, on voit que depuis des années, c'est des pubs qui, certaines dates, j'en ai plein. Je peux vous envoyer un lien peut-être par la suite, mais je fais cette veille dans les différents pays, dans le pays asiatique, les États-Unis, Europe de l'Est, France. Et effectivement, souvent, on arrive à des imaginaires que je sais plus si c'est une blague ou si c'est vrai, mais en tout cas, on a un monsieur présenté avec toutes les probes, comme on dit en anglais, comment dire, quelque part, c'est la réussite sociale. C'est la réussite sociale, mais surtout la façon dont il est présenté nous dit que si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu aies un Mercedes, sinon, en gros, tu n'as pas réussi. Il y a une autre qui nous dit si tu achètes un Nissan Leaf, tu sauves les ours polaires. Je vais dire non. Donc maintenant, la question va se poser comment on va s'attaquer à cette question des imaginaires à la fois dans le film, parce qu'on ne parle pas seulement de pub, mais on parle de films. On parle de livres, d'art, de tout ce qui nous entoure dans le monde culturel. Comment on va commencer à introduire des objets de mobilité différents qui est un 4x4 électrique, parce que maintenant, on sauve la planète avec des véhicules qui pèsent 2 tonnes, mais qui sont électriques. Donc voilà, je voulais attirer votre attention à le fait qu'on est bombardé, souvent au cinéma d'ailleurs, ça passe souvent devant le film par ce type d'imaginaire extrême qui vous dit achetez une voiture parce que sinon vous n'avez pas réussi dans la vie. Pour dire quoi. Peut-être en complément, et je vais vous laisser chacune et chacun commenter et compléter si vous le souhaitez. Si on creuse ce sujet justement encore des représentations qui sont véhiculées par les imaginaires, qu'est-ce que ça dit plus en profondeur des représentations qui sont encore véhiculées par la société, par le domaine culturel, par les constructeurs. Vous, quelle est votre traduction aussi si vous souhaitez faire un tour de table?
Ces publicités, elles sont quand même... c'est assez choquant en fait de voir des choses comme ça qui font passer des messages massivement à l'ensemble de la population pour ceux qui se déculpabilisent, qui permet de montrer en fait que c'est un attribut de réussite. Voilà, qu'on réussit, qu'on peut être fier, que c'est ce qu'il faut faire pour s'intégrer dans la société, etc. Là, elles vont vraiment très très loin. Ça, là, j'avais jamais vu des choses comme ça. Mais oui. Du coup, c'est un peu à chaud comme ça. Je sais pas trop. Je suis un peu choquée en fait. Oui, en fait, il y a un vrai problème. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à réguler la publicité en fait pour pouvoir arrêter ce greenwashing et de diffuser des messages comme ça auprès de la population. Enfin, il y a un rôle de la publicité, des médias, etc., de diffuser les messages et de faire évoluer justement ces imaginaires et ces normes sociales. Et il y a un enjeu à pouvoir réguler un peu tout ça pour que ça aille dans le bon sens et qu'on ne se retrouve pas avec des choses comme ça. Et tu veux les compléter, Jérôme? Non, mais je suis d'accord. Je t'ai vu réagir de manière assez effarée en regardant les vidéos. Oui, on faisait réagir sur tout, c'est clair. Mais moi, je suis dans ce cas de figure-là. Clairement, ces pubs, alors bon, peut-être pas celle-ci aujourd'hui, mais ces pubs m'ont fait rêver gamin. En fait, les films qu'on voit avec les super-héros dans des belles voitures m'ont fait rêver gamin. Donc moi, je suis le pur produit de quelque chose qui m'a influencé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, vous l'avez bien compris, je ne regarde plus trop les médias mainstream, mais quand on regarde les médias mainstream, quand je vais chez mes parents qui regardent le JT, la grand-messe tous les soirs, il y a une sorte d'injonction contradictoire permanente entre le JT qui explique qu'effectivement les transports polluent, les gaz à effet de serre, etc. La météo qui nous explique qu'il y a des sécheresses ou au contraire des excédents d'eau et que c'est lié au dérèglement climatique. Et cette même météo va être sponsorisée par une pub d'un gros SUV. Donc en fait, effectivement, et quand on regarde la corrélation entre les milliards investis en publicité et l'explosion des SUV qui sont en train de devenir une véritable norme, en fait, effectivement, avoir un SUV, c'est la norme aujourd'hui. C'est un véhicule 9 sur 2 vendu en 2023. Ça sera 2/3 des véhicules vendus en 2030 si on n'inverse pas la tendance. Oui, clairement, il y a une puissance énorme du marketing qu'il faut réussir à inverser, marketing et culturel. Ok, on est plutôt en phase sur le constat. Comment on fait, toi, Justina, qui travaille sur ces sujets, comment on fait, tenant compte de ce que disait Anaïs en introduction sur aujourd'hui encore la perception et quelque part la notion de propriété qu'on peut encore ressentir de manière très forte sur le véhicule et comment, enfin sur la voiture individuelle, et comment on fait aussi face quelque part à un secteur où on a un lobby quand même très très fort. Je ne sais pas si on peut avoir cette image d'iceberg. Oui, c'est une image que j'utilise souvent pour expliquer qu'on est face à quelque chose de très profond. Ça veut dire qu'avec Extrême Défi, ce que expliquait Johanna, on peut proposer des artefacts, en tout cas des objets de mobilité qui vont être plus légers. On peut confronter le lobby, mais je pense qu'avant qu'on fasse ça, il faut qu'on réfléchisse à avoir des solutions alternatives, parce que pour quelqu'un qui va se réveiller à 5 heures du matin, qui n'a pas de bus, on ne va pas lui dire « Monsieur, vous êtes méchant », il faut quand même qu'on propose quelque chose. Donc, il faut des objets de mobilité alternatifs, notamment le véhicule intermédiaire pouvant être une solution. Après, il faut réfléchir un tout petit peu à quelle habitude, quel comportement on a, nous, parfois être un peu critique sans se faire mal non plus, parce qu'il faut un peu de plaisir dans la vie quand même, je pense. Pour la suite, c'est aussi une responsabilité à une plus grande échelle. Il faut des infrastructures qui sont capables de prendre en charge le véhicule comme véhicule intermédiaire. Le vélo, il faut des pistes cyclables, c'est des investissements. C'est le choix politique pour la suite. Donc c'est là où on va entrer, comment on va participer à cette réflexion politique. Et en plus, c'est des questions économiques. Donc il faut aussi que les ministères, ou en tout cas les personnes qui nous représentent, participent à ce changement. Et tout au fond, que la culture et les médias et le pub changent. En tout cas, le plus profondément on descend, les choses deviennent de plus en plus abstraites. Donc c'est impossible de vous donner 5 façons de changer le monde. Mais je pense que le plus profond on descend, l'impact le plus transformateur. Et il y a ce projet de la voix, est-ce que... Oui, effectivement.
Je peux vous présenter une vidéo qu'on a tournée le mois dernier pendant une résidence, d'ailleurs dans le cadre du projet Extrême Défi, on appelait cette aventure, c'était une autre aventure qu'aventure mobile, on a appelé ça tout simplement la voix. Je vous montre ça avant de commenter pour avoir un support. On regarde la vidéo et on commente. Avant toi j'étais seul, tu as compté pour moi en un instant. Avant toi j'avais peur, j'aurais jamais pu faire ce que je fais maintenant. On a les mêmes rêves, la même sève, pourtant on est si différents. Je sais pas si ça durera toujours. Avec toi je me sens libre. Je vais pas te faire de longs discours, mais t'as changé ma vie. Avec toi je me sens libre. J'aurais jamais pu faire ce que je fais maintenant. Avec toi je me sens vivre. Oui t'as compté pour moi en un instant. Avec toi j'ai du cœur. Tu m'as donné la force pour avancer. Avec toi je suis meilleur. Tu m'as donné la force pour m'affirmer. On a les mêmes peines, les mêmes chaînes. On pourrait pas faire autrement. Je sais pas si ça durera toujours. Avec toi je me sens libre. Je vais pas te faire de longs discours, mais t'as changé ma vie. Avec toi je me sens libre. J'aurais jamais pu faire ce que je fais maintenant. Avec toi je me sens vivre. Oui t'as compté pour moi en un instant. Avec toi je me sens libre. Avec toi je me sens libre. Avec toi je me sens libre. Voilà, c'était la première pub de véhicules intermédiaires. Sans grand budget, avec une équipe très motivée qui s'est levée à 3h du matin. Certains sont présents dans la salle d'ailleurs. Bravo, on peut les applaudir, je crois. Oui, parce que je ne pense pas qu'on a besoin de mentir. C'est juste la voix. Voilà, merci. Et merci de nous l'avoir partagé. Alors, on va revenir sur la nouvelle aventure mobile avec vous, Jérôme, donc qui s'inscrit dans le cadre de l'extrême défi de l'ADEME dont Johanna nous a parlé à l'instant. Concrètement, vous allez à la rencontre des personnes qui inventent et créent la mobilité de demain. Pour comprendre déjà votre démarche, et c'est important, vous contribuez. On parlait de changement de narratif et changement d'imaginaire. Vous y contribuez concrètement avec votre dispositif de vélo reporter depuis 2020. Vous organisez et puis vous réalisez également, vous le disiez en introduction, des documentaires bas carbone avec votre vélo solaire dont on a eu un petit aperçu à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous préciser, en complément de tout le chemin que vous avez évoqué tout à l'heure, comment est née cette idée et aussi de quelle manière vous parvenez à fédérer plus largement autour de vous ? Comment est née l'idée ? C'était vraiment l'idée de trouver un véhicule qui permette de produire son énergie et d'avoir le moins de consommation possible. Donc vous voyez le vélo solaire qui marche un peu moins bien sous la pluie, vous en conviendrez. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir cet outil-là. Et au départ, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que au départ, le vélo était qu'un outil, et très vite, c'est aussi devenu un sujet. Donc après, le vélo solaire avait ses limites. Je ne peux pas me déplacer en train, par exemple. Donc ensuite, j'ai trouvé un vélo électrique pliable, ce qui me permet, pour Mai à vélo, donc c'est 4000 événements dans toute la France, d'aller à la rencontre de celles et ceux qui portent cette dynamique vélo nationale. Et donc, je me suis rendu compte à quel point le vélo était puissant, en fait.
Et une phrase qui est sortie sur tous les sujets que j'ai fait sur le vélo, c'est aussi simple que ça, mais c'est extrêmement puissant, c'est le vélo rend heureux, en fait. Et je pense qu'on est passé à côté de ça, en fait. Nos politiques sont passées à côté de ça aussi. Et donc, ça peut apporter bien plus que la décarbonation. Et quand on parle de finalement de qu'est-ce qui peut faire changer les choses, moi, je fais partie des quelques-uns qui ont changé par soucis environnementaux. Mais on disait tout à l'heure en sociologie qu'effectivement, ce ne sera pas le moteur principal. Je pense qu'on a besoin de montrer à quel point le changement est positif et joyeux, en fait. Et le vélo, c'est un moteur extraordinaire. Et qu'est-ce qui fait que les gens vont passer au vélo ? C'est parce que ça peut être plus pratique, plus rapide, mais c'est aussi parce que ça apporte du bonheur, en fait. Voilà. Et je pense est-ce que vous diriez que, contrairement à la voiture, qui au final, on a un rapport très personnel et individuel à son véhicule, le vélo, il y a aussi une dimension très sociale, et on le voit au travers de vos reportages, parce que vous êtes allé à la rencontre de nombreuses personnes, et notamment acteurs du changement. Il y a ce rapport aussi qui est important. Oui, complètement. En fait, le fait de faire des tournages, donc le principe, c'est effectivement, là, typiquement, le dernier tournage que j'ai fait, c'est autour de l'agriculture biologique. Quelles sont les externalités positives du bio ? Et j'ai fait 3000 km avec mon vélo solaire, donc j'ai traversé la France en 8 jours, j'ai fait 1000 km avec 6 tournages. Et effectivement, le fait d'arriver à vélo, mais ça, n'importe quel voyageur à vélo le dira, ça crée tout de suite un rapport d'égalité qui est vraiment très fort dans les liens et qui facilite finalement aussi mon métier de réalisateur. Mais oui, clairement, le vélo permet de créer des interactions. Au feu rouge, on n'est pas chacun enfermé dans une voiture. Il permet d'enlever ces machines qui nous enlèvent finalement le vivant des villes, en fait. Donc enlever autant de voitures, c'est 50 à 80% de l'espace public. C'est remettre aussi plus de place pour des arbres, pour l'atténuation du changement climatique. C'est d'avoir plus d'espace pour des aires de jeu, pour les enfants, c'est des terrasses de café. C'est le vivant face à la machine, en fait. Donc le vélo, c'est une solution, effectivement. Mais très vite dans mon parcours, j'ai rêvé d'un monde cyclable, mais je me suis aussi rendu compte de la réalité. Et effectivement, je pense que pour que la transition soit réussie, il faut laisser personne au bord du chemin. Or, aujourd'hui, on a construit un monde où on peut habiter à 30, 40, 50 km de son lieu de travail grâce à l'énergie qui a été à profusion et pas chère. Et cet existant est là. Donc, on ne peut pas dire du jour au lendemain, vous allez faire 50 km à vélo. Ça ne marche pas. Donc, il faut une alternative. Et si on ne le fait pas, ça va être excluant. Et on l'a vu avec les dernières élections législatives, un sociologue qui a travaillé dessus, justement, qui a rapproché les votes des extrêmes en fonction du lieu d'habitation. Effectivement, c'est plus dans les zones pavillonnaires périurbaines, le fameux mythe à la française du pavillon, il est là, il est existant. Il y a des gens qui sont endettés pour avoir cette maison-là et qui sont loin des services. Et du jour au lendemain, on ne peut pas leur dire de changer de mode de vie et d'abandonner la voiture. Donc voilà. Et les véhicules intermédiaires, pour en arriver à ça, c'était la suite logique. Donc, ok, très bien, qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative à celles de ceux pour qui le vélo ou les autres solutions de mobilité durable ne sont pas possibles ? De fait, votre rencontre avec l'ADEME, elle était un peu évidente et j'en reviens, ça y est, à la nouvelle aventure mobile. On y arrive. Donc, on regarde la bande-annonce, comme je le disais il y a un instant, et puis je vous laisse commenter juste après. Ce véhicule, il pèse 300 kg, mais surtout, il peut transporter 300 kg. Non, papa, il prend pas la voiture pour aller à l'école. Papa, c'est un super papa, il prend l'urbaneur. 25 km/h, une cinquantaine de kilomètres d'autonomie. Je l'ai depuis 2 ans, j'ai fait 10 000 km avec. Le Sorean, c'est un véhicule qui fait 120 kg, qui peut amener 2 personnes, voire 2 enfants à l'arrière. Et c'est là la révolution, rouler à 45 km/h pour réduire les temps de trajet, avec 80 km d'autonomie. Ce véhicule n'est pas une voiture. C'est un quadricycle. Il pèse 550 kg. Il roule à 90 km/h avec une autonomie de 100 km certifiée. Sur le toit, il y a des panneaux solaires. Ça donne de l'énergie aux 8 cycles. Un vélo, on n'a pas de consommation, on n'a pas d'entretien, on n'a pas de contrôle technique, on n'est même pas obligé de passer son permis. La bagnole, c'est 350 kg de matière seulement, c'est 45 ou 80 km/h de vitesse max, c'est 70 ou 140 km d'autonomie. Le cœur névralgique du véhicule électrique, c'est la batterie. Et dès le début de la conception, on a voulu que cet élément et ce sous-ensemble soient réparables. On a pris la décision stratégique de les produire nous-mêmes en France. Le Made in France, c'est une vraie démarche. Aujourd'hui, on a plus de 90% de la valeur du véhicule qui vient de France. C'est une porte qui est faite en lin, qui a poussé en France. Qui, à travers les véhicules intermédiaires, a déjà des emplois pérennisés et va développer toute une activité. Donc les véhicules intermédiaires seront une source de création d'emplois pour Akia, certainement. Pour moi, aujourd'hui, le design doit servir l'écologie et en créant des véhicules comme ça, légers et innovants.
Mes étudiants, et il faut qu'ils sachent tout de suite qu'il y a des solutions alternatives. Je pense que l'automobile est dépassée, qu'on n'a pas toutes les limites d'un système dépassé dans la tête. L'ADEME a lancé il y a 2 ans l'extrême défi. On a fixé un cahier des charges extrême pour créer une filière industrielle de véhicules qui soit 10 fois plus durable que les véhicules existants, 10 fois plus léger, 10 fois plus réparable et 10 fois moins cher. Première grande évolution, c'est la mise en œuvre d'un score environnemental. Les voitures qui sont polluantes à la production sont donc exclues des aides publiques. Il va falloir un certain nombre de soutiens des pouvoirs publics, à la fois sur la production des véhicules, sur le fait d'aider la demande, par exemple avec des aides à l'achat, ou bien encore via les infrastructures, les règles de circulation. Pour nous, ça n'est pas de dire la voiture pollue. Pour nous, c'est de dire il y a urgence à gérer au mieux nos consommations énergétiques, il y a urgence à préserver l'environnement. Et pour répondre à ces urgences-là, nous, on vous propose d'essayer toutes sortes de solutions. Les gens vraiment s'en emparent, les testent, les font tester à leurs voisins. C'est comme ça que ça commence. Plus de 4000 km parcourus, 32 000 mètres de dénivelé positif sur plein de terrains différents, quelle que soit la météo, avec une très faible consommation d'énergie, puisqu'il ne m'a fallu qu'une trentaine d'euros d'électricité pour boucler la boucle de ce Tour de France. Tout comme le vélo électrique a été une révolution sur nos territoires il y a une petite dizaine d'années, aujourd'hui avec le véhicule intermédiaire, on est peut-être à l'aube d'une nouvelle révolution. Pour l'avenir, parce qu'un enfant qui va à l'école en vélo, plus grand, il ne prend pas de voiture. Il prendra un véhicule intermédiaire ou un vélo. Ce périple, ce sont aussi des centaines de rencontres et je peux vous dire qu'il y a énormément de gens qui attendent des solutions pour pouvoir se déplacer différemment. C'est le monde de demain qui est en train de s'inventer aujourd'hui. Il faut juste qu'on le soutienne, qu'on le choisisse et qu'on y aille à fond tous ensemble et ça marchera. Merci. Donc, la nouvelle aventure mobile, on l'a vu, 4000 km, plus de 100 rencontres. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, personnellement, de ces rencontres auprès des acteurs qui créent et inventent la mobilité de demain ? Moi, ça me donne beaucoup d'espoir, en fait. Parce que, à la fois, d'un côté, il y a une effervescence énorme. Vous l'avez vu, avec plein de constructeurs différents, avec des nouveaux véhicules qui arrivent, qui bouleversent totalement les imaginaires. Il y a le soutien de l'ADEME, de l'État, qui croit beaucoup en ces véhicules-là, d'un point de vue environnemental, mais aussi social. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 15 millions de personnes en France qui sont en situation de précarité mobilité, qui ont du mal à se déplacer pour aller travailler, pour aller faire leurs courses, pour leurs loisirs, pour se soigner. Donc d'un côté, on a une solution très concrète, et de l'autre, on a des citoyens qui sont prêts. Il y a des assos qui mettent à dispo ces véhicules-là, on en parlait. Et puis il y a énormément de gens, comme dit, je le dis, donc je me répète un petit peu, mais qui, une fois qu'on leur a expliqué en fait le fonctionnement du véhicule, sont prêts à passer le cap. Maintenant, il faut que ces véhicules deviennent quelque chose de beaucoup plus courant, que ça s'industrialise, que les prix baissent aussi. Mais en tout cas, ce qui ressort de ça, c'est l'espoir. Maintenant, il y a des freins. Il y a des freins au niveau du prix du véhicule, j'en parlais. Aujourd'hui, c'est des véhicules, celui que j'avais sur le Tour de France, par exemple, qui roule à 45 à l'heure et 80 km d'autonomie, 2 personnes à l'abri du froid et de la pluie. Il va coûter 12 000 €. Donc ça reste quand même un véhicule qui est coûteux, en premier achat en tout cas. Ensuite, il y a effectivement plus de frais. Et le deuxième frein, c'est la perception de la sécurité. On en parlait tout à l'heure, dans un monde qui se SUVise. Voilà, et donc où il faut avoir un véhicule toujours plus gros que l'autre pour avoir l'impression d'être en sécurité. Donc il va falloir travailler sur ces freins-là pour effectivement permettre au plus grand nombre demain de pouvoir se déplacer avec ces véhicules-là. Alors c'est vrai qu'on a vu au travers des images des projets, on va dire, d'expérimentation concrètes. Ces expérimentations, elles donnent aussi lieu à des cas d'usage. Johanna, peut-être que pour que ce soit encore plus concret pour les personnes en salle et pour bien comprendre en fait l'intérêt, les opportunités, mais également les bénéfices de ces expérimentations, est-ce que vous pouvez nous partager 1 ou 2 cas d'usage très concrets ? Donc, très concrètement, il y a l'association INVD, donc Innovation Véhicule doux, et qui est pionnière en fait dans cette expérimentation parce que depuis plusieurs années, ils réfléchissent, ils ont étudié les conditions de déplacement au milieu rural, donc ils sont basés au sud de l'Aveyron, au parc naturel régional Grand Causse. Donc on a vu quelques images et notamment on a vu Hélène Jackman. Donc cette association, elle est pionnière dans l'expérimentation de ces véhicules. Aujourd'hui, elle propose plus de 10 véhicules intermédiaires différents, donc avec les différentes catégories. On a vu, il y a donc ceux qui sont actifs et donc on pédale, d'autres qui sont passifs, mais
on parle de la même famille, mais au moins il y a donc active et passive, et ils s'expérimentent les deux, donc dans un milieu rural avec un dénivelé important. Et donc, cette association aujourd'hui a déjà donc mis en place un protocole avec toute une série d'accompagnements. Donc, déjà la communication auprès des habitants pour savoir qui veut se lancer donc, dans l'aventure de remplacer la voiture pendant un mois et tester au moins 2 véhicules. Comme ça aussi, pouvoir établir un comparatif et retour d'expérience. Il y a un moment de formation qui est fait, donc ils ont fait un partenariat avec une auto-école qui s'est mis aussi à s'approprier la prise en main de ces véhicules, et donc il y a un moment de partage et des formations toute une journée. Après, donc ces testeurs ils sont suivis, il y a des carnets de bord, des questionnaires et donc des entretiens qui permet de collecter plusieurs données donc sur leur usage. Donc j'ai dit tout à l'heure, c'est les questions déjà du véhicule, d'ergonomie, des prises en main, mais aussi de conditions de circulation, donc quels sont les aménagements plus ou moins favorables. Alors cette association a travaillé aussi avec le département pour installer des panneaux routiers qui disent donc attention, véhicules innovants sur la route. Donc c'est des moyens qui permettent de communiquer au moins aux autres usagers de la route pour dire attention, donc on partage la route. Il y a aussi des signalétiques qui ont été développés pour mettre derrière donc la distance maximale. Donc je vais jusqu'à 45 km/h maximum, donc je ne peux pas aller plus vite, il faut partager. Donc c'est des actions qui sont testées. Après, donc il y a des itérations continues par rapport à ces tests. Et ce qu'on fait donc avec tous ces apprentissages qui y sont collectés, c'est de partager au maximum avec les autres 10 territoires qui expérimentent aujourd'hui, mais qui sont en différents états d'avancement dans la mise en place de ces expérimentations. Donc il y a plusieurs questions qui peuvent se traiter à l'échelle du territoire, et c'est ça qui est super intéressant. Donc ça c'est un cas donc les cas d'usage du coup c'est domicile travail notamment. Après au milieu rural, donc on sait que c'est souvent des trajets aussi où on va passer au même temps, faire des courses, donc on optimise au maximum les trajets à différence en ville. Donc c'est ça qui est aussi à tester et analyser. Donc, il y a un grand enjeu aussi des traitements de toutes ces données quantitatives et qualitatives, finalement, de ces retours d'expérience pour mieux comprendre donc, les conditions d'appropriation de ces véhicules. Et pour donner du coup un deuxième exemple rapidement du coup, qui va venir, donc c'est une expérimentation qui se mettra en place à la fin de cette année au Mont Métropole. Donc, c'est 2 porteurs de projets, d'ailleurs, je pense ils sont là, mais donc, on étudie un cas d'usage spécifique autour des salariés, des professionnels d'aide à la personne. Donc c'est un métier où on dépend beaucoup de la voiture, donc pour aller visiter donc tous les patients, et donc toute la journée du coup il y a un rapport à la voiture très important, et donc l'idée c'est de tester donc ces véhicules intermédiaires pour ces déplacements qui font en général entre 5 et 15 km maximum depuis le centre de la ville du Mans. Donc il y a l'association IDOM donc, qui va communiquer auprès de ses salariés. Il y aura 5 salariés du coup, qui vont tester ces véhicules pendant un mois. Et donc c'est un retour d'expérience qui va être intéressant pour savoir comment ces véhicules sont utilisés dans le cadre d'une profession. Mais c'est aussi l'idée d'associer l'usage à un métier. Donc il y a un champ de possibles de ces côtés-là. Et après, donc, il y a un groupe de travail qui s'est réuni tous les mois et qui rassemble donc, tous les acteurs autour de ces expérimentations pour que le partage d'expériences puisse se faire au plus rapidement possible pour que d'autres anticipent au mieux. Et il y a des partenariats qui sont faits avec les CEREMA, avec des bureaux d'études aussi pour les questions de cartographie, d'aménagement,
et des laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales, donc pour assembler toutes les compétences et donc arriver au plus rapidement avec l'enjeu d'une itération rapide qui c'est pas évident, mais c'est le travail sur lequel on essaye d'avancer. Et merci de nous l'avoir partagé, Johanna. Alors, je reprends un des témoignages qu'on a vu dans la vidéo best-of de la nouvelle aventure, où on soulignait la nécessité de l'accompagnement. Il y a des projets comme l'Extrême Défi. Qu'est-ce qu'il y a comme autre levier d'accompagnement, Anaïs, qui permettrait justement la transition des mobilités et donc du transport? Oui. Effectivement, dans les leviers, on l'a dit, il y a un enjeu à donner la possibilité de faire autrement, et donc en développant différentes offres, différentes solutions alternatives, les aménagements cyclables, les solutions de transport à la demande, d'autostop organisés. Enfin, il y a plein de types de services et de solutions alternatives qui se développent, notamment dans les territoires périurbains et ruraux. Mais malgré tout, c'est pas non plus parce qu'il y a une offre qui existe que les gens vont l'utiliser spontanément. Il y a quand même des freins intrinsèques à chacun qui restent importants et qui freinent les changements de pratique. Et donc il y a un enjeu par rapport à ça aussi, à accompagner les changements, notamment la force de l'habitude. Les gens sont pris dans leur quotidien, dans leurs habitudes. Ils ne vont pas forcément chercher à tester autre chose, à prendre des risques, à ne pas savoir par où passer, combien de temps ça va prendre, comment on utilise même ces véhicules intermédiaires, etc. Donc il peut y avoir beaucoup d'appréhension en fait par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on maîtrise mal. Et donc toute cette connaissance qu'on peut avoir de l'existence des solutions qui existent, mais aussi de leur fonctionnement, comment on l'utilise, ça peut être des vrais freins. Et voilà, il peut y avoir beaucoup d'appréhension par rapport à ça. C'est aussi toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur des modes qu'on n'utilise pas. Donc, par exemple, par rapport au vélo, il y a beaucoup d'idées préconçues sur la dangerosité du vélo, sur les vols, etc. Donc, qui existent certes, mais pas forcément plus que pour d'autres modes de transport. Et puis la perception erronée qu'on peut avoir aussi des modes qu'on maîtrise, qu'on utilise, où dans sa voiture, on a tendance à sous-estimer en fait le temps qu'on passe à chercher une place, ou le temps qu'on passe malgré les embouteillages. On sous-estime le coût de la voiture largement. On sous-estime les distances, les temps de trajet. Et au contraire, on a tendance à surestimer ces choses-là pour les modes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Donc il y a un rapport à l'habitude et à ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise et ce qu'on ne connaît pas qui sont des vrais enjeux. Et donc par rapport à ça, il y a des dispositifs d'accompagnement qui peuvent amener les gens justement à se sortir de cette habitude et à aller expérimenter, tester d'autres choses pour justement lever toutes ces représentations négatives, ces a priori, et puis rompre avec l'habitude. Donc c'est par exemple les challenges de la mobilité, tout ce qui est défis, ce genre de choses, des ateliers de remise en selle, des événements qui peuvent donner l'occasion de tester quelque chose. Il peut y avoir des réseaux d'ambassadeurs aussi qui se créent avec des personnes qui ont expérimenté quelque chose, on en parlait dans le reportage, et qui vont faire essayer leurs voisins, leurs collègues, etc. Donc tout ça, c'est des outils qui vont permettre le conseil personnalisé aussi en mobilité peut être un outil, mais l'idée c'est de pouvoir faire découvrir des solutions et surtout faire expérimenter dans des conditions favorables. Amener les gens à tester le vélo à l'automne quand il pleut, qu'il fait froid, ça va plutôt avoir un effet contraire à ce qu'on cherche à faire. Donc c'est l'idée de pouvoir expérimenter dans les bonnes conditions. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et donc tous ces outils-là en fait permettent d'accompagner ce changement aussi de l'intention à l'action, où souvent les gens peuvent avoir l'intention de changer, mais pris dans leur routine, ils ne vont pas forcément passer le pas. Et donc c'est tous ces actions qui vont permettre d'enclencher un premier pas. Et par rapport à ça, il y a des moments de vie aussi dans la vie, des événements de la vie qui peuvent être plus ou moins favorables à ces changements d'habitude, comme un déménagement, l'arrivée d'un enfant, le départ des enfants du foyer, etc. Et qui vont être des moments où, de fait, on va être amené à se poser des questions ou à remettre en question des habitudes ou à changer des choses. Et donc, c'est des moments assez propices pour aller essayer autre chose.
Juste avant de laisser le micro à la salle pour quelques questions-réponses, pour aller plus loin, est-ce que vous pouvez peut-être nous partager, Johanna et Anaïs, des projets de recherche, de développement sur lesquels vous travaillez actuellement, qui permettent justement, encore une fois, le développement de nouvelles mobilités et d'œuvrer à cette transition? Donc, concernant les véhicules intermédiaires, donc l'extrême défi, il y a eu un appel à projet qui a été lancé l'année dernière, Prévert, donc pour établir des protocoles d'expérimentation. Donc, c'était à destination des laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales. Et donc aujourd'hui, on accompagne donc 3 projets. Donc l'un, par exemple, a lieu à la métropole de Brest, donc avec l'UBO. Et alors, ils sont proposés des vélios, donc à 10 familles, de remplacer leur voiture pour un vélio. Donc le vélio, on l'a vu dans les images, c'est un véhicule VAE, et donc 25 km/h, qui a la c'est une association qui l'a développé pour qu'on puisse le construire soi-même. Donc on demande les pièces détachées, après on a un manuel et on peut le autoconstruire comme un meuble Ikea. Et donc ces 10 familles ont été donc réunies, et il y a eu toute une semaine d'assemblage, et maintenant ils sont en train de tester ces véhicules pendant 1 an. Donc les retours de cette étude qui est suivie donc par 2 laboratoires, ça va donner beaucoup de pistes sur les questions d'appropriation, aussi les freins et leviers, et aussi l'impact de s'impliquer dans l'assemblage. Donc, quel est l'impact, quel est les rapports à l'objet finalement qui change. Donc, ça, c'est un des projets. Il y a un autre projet, donc ces 2 chercheuses qui font une étude plutôt avec une approche ethnographique. Donc, elles passent beaucoup de temps au sein des 2 villages. Donc, elles s'intègrent au village pour mieux comprendre les habitudes et tous les rapports au déplacement. Et donc, petit à petit, parler des véhicules intermédiaires. Alors, au début, il y a une réticence, comme ce que disait Anaïs tout à l'heure. Donc, comme quoi c'est pas adapté, c'est pas pour ces villages, donc c'est 2 villages au milieu rural. Et au fur et à mesure du temps, avec différents arguments ou différentes réflexions finalement autour du déplacement, du quotidien de la personne, des vrais besoins, une ouverture à dire bon, peut-être je peux tester. Et notamment par exemple les garagistes, donc qui d'abord vont être très réticents, mais qui finalement, aujourd'hui, au fil du temps, ils perdent de plus en plus la question de maîtriser un véhicule, la réparation d'un véhicule, d'une voiture. Il y a de moins en moins vraiment des questions de réparation. Et donc, ces véhicules, finalement, dont l'ouverture à d'autres... encore à rencontrer la question de réparation, et donc aussi l'ouverture à des nouveaux métiers. Et donc voilà, ça c'est un autre projet de recherche qui, on est en moitié de ces projets, donc on apprend déjà pas mal des choses et on essaye d'adapter donc ces expérimentations avec ces apprentissages, mais la suite, ce qui va être aussi intéressant, et notamment la question des conditions des réplicabilités et d'aller plus passer à l'échelle, on va dire, de ces méthodes qui sont développées. Est-ce que c'est représentatif seulement de ces villages, ou finalement tous ces apprentissages et toutes ces méthodes pourraient être généralisés d'une façon plus large? Donc c'est, on va dire, les questions perspectives de la suite. Et vous, Anaïs? Alors moi, je travaille particulièrement sur ces dispositifs d'accompagnement au changement. Donc on a fait tout un travail l'année dernière, notamment pour essayer
de guider en fait les gens qui veulent développer ces actions-là pour trouver le bon dispositif, le plus adapté par rapport à son objectif de changement, par rapport à sa cible, son territoire, etc. Et donc là, on poursuit ce travail en accentuant l'aspect évaluation. Donc on va essayer de creuser un peu toutes les évaluations qu'on peut trouver et outiller l'évaluation de ces types d'outils pour savoir ce qu'on peut vraiment en tirer, ce que ça provoque, quel changement ça permet, y compris dans le temps, etc. Voilà. Et peut-être juste pour finir, Justina, vous voulez nous partager, encore une fois, dans cette logique d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous travaillez qui permettent de répondre à ce défi dont vous pouvez nous parler? Je peux pas. Non, ben J'ai tenté. On est en train de réfléchir avec un dispositif Extrême Défi sur comment on peut travailler sur la recherche, sur le changement des imaginaires. Mais je ne peux pas vous donner plus d'infos. Coming soon, comme on dit. C'est vraiment pas officiel, mais en tout cas, on est en train de réfléchir tous ensemble avec ADEME et de personnes externes sur comment on peut aussi inviter les constructeurs à travailler avec nous. Parce que l'objectif n'est pas de dire qu'il y a eux et nous, mais de faire des choses ensemble. Et donc, on est en train de chercher la meilleure façon pour créer ce dispositif, pour se questionner tous ensemble sur notre responsabilité commune. Intéressant, merci beaucoup. Et on vous suit. On va vous donner la parole. Vous avez des micros qu'on va vous passer. Si on peut juste mettre un tout petit peu de lumière en salle, ça serait merveilleux. Super, merci beaucoup. Et on va donc vous passer le micro. Je vous invite à lever la main. Il y a une première question. Le micro vient à vous, monsieur, et je vous laisse nous adresser votre question. Oui, bonjour. C'est très intéressant ce que vous avez présenté. C'est pour dans 5, 10, 15 ans. Ça viendra petit à petit. Mais dans 2 mois, je suis agent hospitalier, aide-soignante. J'ai 55 ans. J'habite à Montsou, juste au nord de Sarcelles, et je travaille à l'hôpital de Courbevoie. Je prends mon service à 6 heures du matin. Je n'ai pas une voiture qui fait rêver. J'ai une vieille Clio que l'État m'a encouragé à acheter parce qu'elle était diesel et qu'elle remplaçait une voiture qui polluait beaucoup. Je gagne juste le SMIC. Comment je fais à partir du 1er janvier 2025 ? Je vais à pied avec ma vieille voiture et je bloque les giratoires. Vous avez parlé des élections, mais les suivantes sont en 2026. Interdire à tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture neuve, critère 2 et critère 1, l'impossibilité de rentrer en région parisienne pour se déplacer et aller travailler, ou des seniors qui sont retraités, qui habitent Courbevoie, mais qui doivent aller à l'hôpital Béclair et qui ne peuvent pas faire 1h30 de trajet en train. Mais c'est monstrueux. Vous allez avoir pire que les gilets jaunes. Là, les voitures vont bloquer tous les giratoires autour de Paris. C'est dans 2 mois. Alors, ceci est un cas d'usage, Justine. Merci beaucoup, parce que il y a 3 jours, je parlais avec une dame. Je n'ai pas envie de juger son âge, mais le cas est exactement pareil. On était à Montsartou avec le véhicule. Elle regardait le véhicule, elle nous a posé la question, est-ce que c'est bien des véhicules électriques ? On a dit oui. Elle dit, oh, ça m'intéresse parce que j'ai entendu parler que dans la vie, elle est aide-soignante. Pareil, elle se lève très tôt, elle a un revenu très modeste. Elle disait qu'en fait, elle a acheté une voiture de deuxième main qui n'était pas chère, mais ça l'a coûté très cher à entretenir le véhicule. Donc elle a dit, je ne peux pas m'acheter une voiture neuve. Je n'ai pas assez d'argent pour acheter un véhicule de deuxième main parce que ça me coûte trop cher à entretenir. Par contre, est-ce qu'on peut imaginer un dispositif, parce qu'apparemment c'était une ville de Cannes, je ne suis pas sûre si c'est vrai, qui offrait un système de location de ce véhicule, plutôt le véhicule électrique, à des personnes avec un CDD. Il fallait que le CDD soit, il me semble, de minimum 6 mois, où c'était très intéressant pour cette personne, parce qu'à la fois, le véhicule était déjà assuré, il était électrique, donc elle n'avait pas de coût à ajouter pour la suite.
elle devait le charger. Et donc, elle se renseignait, est-ce que ce type de dispositif va être mis en place dans l'endroit où on était. Donc, effectivement, je me suis dit, c'est un cas d'usage extrêmement pertinent. Il faut qu'on vous aide, il faut que je m'enseigne comment ça a marché dans la ville qu'elle a mentionnée. Donc, effectivement, il y a une association qui s'appelle WeMove, je ne suis pas sûre si je prononce bien, qui prend exactement tous ces cas d'usage en charge. Et on est en train, en tout cas, eux sont en train de réfléchir à comment s'adresser à exactement tous ces cas d'usage. C'est un vrai problème. Pour elle, la question était le transport public, parce qu'elle était toujours en retard et les personnes, sa chef, elle disait, moi je veux que tu sois à l'heure, et là tu es en retard. Donc elle, en l'occurrence, elle était plutôt intéressée pour avoir l'accès à ce type de véhicule. Voilà, ça joint votre cas d'usage. Oui, bien sûr, mais là c'est dans 2 mois. Ça concerne des millions de gens, donc il n'y a pas des millions de véhicules alternatifs à proposer. Il faut remettre des délais. Il faut Sinon, vous allez avoir des manifestations partout. Il faut quand même en être conscient. Je pense que les manifestations, on les aura et on les a déjà eues. Vous parlez des gilets jaunes. Ce qui a provoqué les gilets jaunes, rappelez-vous, c'était la hausse des carburants. Donc en fait, là, les carburants sont en train de rebaisser, mais c'est un secret pour personne. L'énergie fossile se raréfie et tant mieux. Donc ça va de toute façon monter. On a un coût de l'automobile qui continue de monter. Donc de toute façon, la voiture qui est utilisée aujourd'hui sera toujours plus chère en fait. Après, comment rendre accessible le véhicule intermédiaire qui correspond à cette dame, c'est un vrai sujet. Vous avez vu un véhicule qui roule à 90, pour moi justement, qui est caréné, qui ressemble à une voiture mais qui n'en est pas une. C'est un quadricycle qui fait moins de 600 kg, batterie 4 fois plus petite qu'une Renault Zoé. Aujourd'hui, pour la petite histoire, ce véhicule qui est cool, il coûte 17 000 €. Il est fabriqué à Digne-les-Bains, en France, avec un maximum de pièces qui viennent de France et d'Europe. Donc sur le papier, on se demande mais pourquoi il n'y a pas déjà des milliers de véhicules comme celui-ci sur les routes. Effectivement, ils ont mis 17 millions d'euros pour industrialiser ce véhicule-là. Pour l'instant, ils en ont vendu quelques dizaines. C'est vous dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Par contre, 2 choses. Aujourd'hui, les aides publiques sont orientées vers la voiture électrique. 5 à 7 000 € d'aide sur une voiture électrique. On l'a entendu dans le teaser depuis le 1er janvier. Heureusement, on a exclu les véhicules fabriqués en Chine. 2023, Dacia Spring, Tesla Y, 2 véhicules électriques les plus vendus en France sont des véhicules fabriqués en Chine. Donc heureusement, on n'aide plus ces véhicules-là. Donc l'enjeu aussi, et la dame travaille dessus, ça va être d'étendre ce score environnemental aux véhicules intermédiaires. Et donc les véhicules qui soient les plus sobres possibles, qui génèrent un maximum de richesse en France et en Europe, puissent être soutenus au maximum. Et que ces véhicules qui sont des quadricycles, qui aujourd'hui bénéficient seulement de 900 € d'aide, puissent demain bénéficier de 5 000, 7 000 € d'aide, voire plus. Donc c'est vraiment des choix d'orientation de politique budgétaire. Et la deuxième chose dont on n'a pas parlé, c'est le leasing social. Il y a eu un leasing social effectivement sur les voitures électriques, sur des véhicules plus ou moins vertueux, on peut le dire. D'où la question de se dire aussi, un véhicule comme la Wiz, demain, il peut y avoir un leasing social mis en place et qui soit conditionné effectivement à hauteur des moyens. Mais de toute façon, votre question est beaucoup plus large. Vous parlez de la mobilité, on peut parler du bio. Comment on fait pour que cette dame, elle puisse, elle aussi, avoir une alimentation qui soit plus respectueuse du vivant ? Il faut aussi qu'on lui en donne les possibilités. Donc en fait, il y a des orientations financières fortes qui doivent être faites. Alors, j'espère de tout cœur que ça sera le cas, pour que tout le monde puisse prendre en fait le chemin de la transition. Parce que si demain tout le monde a la possibilité de rouler dans un véhicule plus léger, plus sobre, d'avoir une alimentation beaucoup plus résiliente et saine pour le climat, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Et rappelons peut-être que l'argent est là, mais qu'il est mal orienté. Bah oui, il y a des milliards d'euros qui sont investis dans l'automobile encore aujourd'hui. Vous avez 1 milliard d'euros qui a été donné à PSA, Stellantis, Renault pour aller vers le véhicule électrique. Vous avez des millions d'euros qui sont mis en place pour construire des bornes de recharge pour les voitures électriques. Vous avez encore des milliards investis pour construire des autoroutes comme la 69, c'est un exemple qui fait la une des journaux. Donc en fait, oui, il va y avoir des choix à faire. On commence à en prendre le chemin. On peut s'interroger sur l'aérien qui n'est pas encore taxé aujourd'hui. On peut s'interroger sur le ferroviaire qui paye de la TVA et des taxes au kilomètre alors que l'aérien n'en paye pas. Donc oui, des budgets, il y en a. En fait, il va y avoir des questions de refléchage budgétaire. Et dans les orientations budgétaires,
Dans un monde idéal où on veut aller vers la transition, il faut que rentrent dans ces paramètres effectivement les impacts de ces mobilités. Il y a un deuxième critère, mais qui est beaucoup plus dur à mesurer, où il y aura des fonds à récupérer, c'est les externalités négatives. Typiquement, les soins, les hospitalisations, les frais médicaux qui sont liés par exemple à la sédentarité, au manque d'activité physique. Parce qu'on est en voiture, d'où aussi l'intérêt de véhicules qui soient en mobilité active. Il y a tout l'impact des microparticules, des particules fines. Alors bien sûr, on va aller vers des véhicules électriques de plus en plus, donc on a une diminution des gaz à effet de serre, très bien. On a une diminution aussi des microparticules échappement, mais il y a aussi toutes les microparticules hors échappement, freinage et pneus. Un pneu d'un SUV perd jusqu'à 4 kg de matière par pneu. Ces 4 kg de matière, ça finit dans les eaux, ça finit dans les océans, ça rentre dans le cycle de l'eau, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tous des microparticules de plastique dans les cheveux. Donc voilà, il y a tout ça aussi qu'il va falloir mettre à plat pour faire en sorte d'aller vers un système aussi qui ait des impacts moins onéreux pour la santé publique et pour le climat. Monsieur. Oui, merci pour l'organisation de cette rencontre et la qualité des échanges. J'avais deux questions. La première, il y a quelques années, on a vu la Citroën Ami, je crois. Hein. Est-ce qu'elle fait partie, pour vous, de ces véhicules intermédiaires? Je crois qu'elle est. Il y a peut-être 6-7 ans ou peut-être 8 ans qu'elle était commercialisée, d'ailleurs, à la Défense, à la FNAC. J'étais avec Stellantis hier, avant-hier. On était d'ailleurs ensemble avec Johanna. Et Ami, Citroën Ami, ça va être la voiturette, donc ça va être le maximum parce qu'il y a deux types de véhicules, assimilés vélo et assimilés voiture, on va le dire. Donc ce qu'on le voyait, il y avait sur la vidéo. Donc l'Ami, ça va être la plus grande de ce qu'on appelle le véhicule passif. Donc effectivement, elle peut être considérée comme un véhicule intermédiaire. C'est cela qui a, ce qu'on dit, ouvert le marché. Par contre, elle ne fait pas partie du projet Extrême Défi aujourd'hui. Alors la deuxième question, c'est que ces véhicules intermédiaires, donc je m'imagine un couple avec 2 enfants par exemple, donc ce véhicule intermédiaire, c'est pour faire des courtes distances, pour aller au travail et revenir, hein, c'est bien ce que j'ai compris. Pour moi, dans l'idée, ça nécessite que ce couple-là en question, il aurait ce véhicule-là, peut-être 2 si lui et sa femme vont travailler, et puis un 3e véhicule quand ils partent en vacances. Est-ce que dans votre esprit, c'est ça? Parce que quelque part, ça multiplie le matériel chez les personnes. Vous voyez, ça fait plus de fabrication de véhicules, etc. Donc voilà, c'est mon interrogation. Merci. Du coup, par rapport juste à la Citroën Ami, c'est vrai que du coup, elle n'a pas toutes les caractéristiques de cahier des charges dans le sens de pièces et des questions de fabrication, on va dire, locale, mais elle permet de tester l'usage. Voilà. Donc, il y a effectivement déjà des dispositifs qui ont remplacé une partie du pôle véhicule par des Citroën Ami. Bon, ça nous permet au moins de voir comment ils sont utilisés. Et concernant l'usage, donc effectivement, la cible, c'est cet usage du quotidien. Après, donc, on les voit beaucoup dans les événements grand public. On demande, est-ce que vous imaginez demain remplacer votre voiture par ce véhicule? Donc, plusieurs fois ou presque la plupart des fois. Ah non. Par contre, non, parce que quand je vais aller en vacances, et tous les combien de fois vous partez en vacances? Peut-être une fois par an, peut-être 2 fois par an. Mais ça veut dire que cet usage de 1 fois par an ou 2 fois par an fait qu'il faut que j'aille une voiture pour mes trajets du quotidien. Donc, du coup, ça mène à votre réflexion exactement, mais c'est un échange qu'on a souvent dans les événements grand public où il y a les constructeurs avec ces prototypes. Donc, effectivement, si demain, donc un foyer utilise un véhicule intermédiaire par ses trajets des quotidiens et gare une voiture, donc on fait plusieurs fois on dit les véhicules intermédiaires pourraient remplacer la 2e voiture parce que la quantité de ménages qui ont 2 voitures, c'est déjà très important.
Et après, c'est aussi la réflexion. Donc, tout à l'heure, Anaïs parlait des différents moyens de partage. Donc, pourquoi pas imaginer des dispositifs qui rendent plus simple l'allocation d'une voiture, éventuellement pour un déménagement, pour un voyage, et qui d'ailleurs, ça peut être plus intéressant puisque finalement, il y a toute la famille qui va. Donc, je prends la voiture qui me permet d'amener toute la famille au complet et qui peut-être c'était pas forcément la voiture que j'avais. Jérôme, je crois que vous voulez compléter. Oui, pour compléter, il y a 40 millions de voitures en France, c'est une par actif. Une voiture, ça passe 95% de son temps à l'arrêt. Donc en fait, c'est aussi déconstruire l'idée de propriété d'une voiture. Et comme le disait très bien Johanna, c'est de développer des systèmes de partage. Cities en a un très bon exemple, où Cities a des véhicules en propre qu'on peut louer au besoin, où des citoyens mettent leur véhicule sur Cities et du coup peuvent la prêter à leurs voisins. Il y a même des communes maintenant qui commencent à acheter des voitures. Donc en fait, finalement, c'est vrai qu'on a beaucoup axé sur le véhicule intermédiaire. Il ne s'agit pas forcément de faire disparaître totalement la voiture, en fait. C'est de questionner cet usage individuel et pour tous les besoins de la voiture, en fait. Et donc peut-être que demain, si on se projette et on se dit dans un monde idéal, peut-être provoqué par un choc pétrolier énorme qui a bouleversé par exemple la ville d'Amsterdam, qui est devenue la ville du vélo grâce au choc pétrolier. Si on a ça demain peut-être en France, peut-être qu'on aura beaucoup plus de vélos, beaucoup plus de transports en commun, des véhicules intermédiaires et peut-être un parc de voitures électriques, espérant qu'elles soient le plus sobre possible, peut-être de pas 40 mais 10 millions de voitures par exemple, ou 5. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, vous avez le micro, je vous laisse la parole. Bonsoir, merci pour vos interventions. Alors moi je fais partie d'une association à Courbevoie qui s'appelle MDB, Mieux se déplacer à bicyclette, qui est liée à la FUB. J'avais eu une idée, mais je ne suis pas sûr que je sois le premier à l'avoir, c'était à faire un audit des déplacements. Donc effectivement, il y a tous les cas d'usage. Chaque personne a une perception, un narratif puissant, et chaque personne a une utilisation de ses déplacements. Existe-t-il quelque part une possibilité de faire un audit des déplacements pour chaque personne, pour justement les conseiller, les accompagner sur une alternative au SUV qui est utilisée une fois pour aller en vacances, ou toute autre voiture ou tout autre moyen qu'ils utilisent actuellement pour se déplacer? Oui, c'est des choses qui existent déjà dans des communes, des collectivités où il y a des services de conseil en mobilité qui se développent, des maisons de la mobilité itinérants des fois. Donc des fois c'est statique, les gens doivent faire la démarche d'aller dans ces maisons-là pour être conseillés et trouver des alternatives les plus pertinentes. Et d'autres qui se déplacent dans les quartiers, dans les zones pour aller justement à la rencontre des gens pour essayer de leur faire un diagnostic de leur mobilité et leur trouver les alternatives les plus pertinentes. Donc ça se fait déjà dans pas mal d'endroits. Je ne sais pas à Courbevoie s'il y en a, mais... Il y a les plans de mobilité employeur aussi. Pour un certain nombre de salariés, l'entreprise est obligée aujourd'hui de faire un diagnostic des mobilités. Donc se rendre compte d'où viennent les gens, etc. Et éventuellement proposer des solutions. Maintenant, je crois que c'est limité à un certain nombre de salariés. Je crois qu'il faut avoir plus de 50 salariés. Mais effectivement, diagnostiquer et comprendre quel est le réel besoin des gens et effectivement leur proposer une alternative, ça semble essentiel pour qu'ils puissent adopter un changement, quoi. Une alternative crédible. Je vois que le micro est un peu plus haut, madame, on vous écoute. Oui. Bah moi, dans mon monde idéal, j'aimerais bien que votre système il soit couplé avec les trains et qu'on ait à l'arrivée des trains. À Paris, on n'a pas vraiment besoin de voiture, mais quand on arrive en province, souvent quand même un peu, et qu'on ait que la SNCF ait ce genre de dispositif à proposer. Ce serait tellement... Ou même que les petites voitures elles puissent prendre le train de temps en temps aussi, pourquoi pas. Enfin, ce genre de choses. Voilà. Vous avez raison, aujourd'hui à SNCF Connect, quand on réserve son billet de train, moi, je suis toujours choqué de voir qu'on vous propose une location de voiture. C'est SNCF Connect. Non? Ah oui, en fait. Non, mais je posais la question, comment ça marche? Ça veut dire qu'il faut que le constructeur de véhicules intermédiaires achète l'espace. En fait, ce n'est pas SNCF qui te propose, c'est juste qu'il donne l'espace qui est... En tout cas, ce serait génial d'avoir des véhicules Oui, intermédiaires et des vélos. Oui, voilà, la possibilité, on arrive en train, on sait qu'il y a un loueur de vélo à côté, on peut facilement effectivement poursuivre son voyage. Il y a donc un des constructeurs, c'est Avatar, donc c'est un véhicule 90 km/h
un maximum en vitesse et donc avec toutes les caractéristiques parce que c'est un projet qui a été lauréat. Et du coup, j'ai appris récemment qu'ils vont lancer une expérimentation avec la SNCF pour justement cette cas d'usage d'arriver en train et donc ensuite pouvoir emprunter un véhicule intermédiaire, donc dans l'occurrence Avatar, et c'est dans une petite ville au Finistère, mais ça devrait être lancé à la fin de l'année. Et on va prendre une dernière question, madame, je vois que vous avez le micro. Fonctionne ? Oui, oui. Ok, alors moi, c'était pour parler du covoiturage. Alors, vous dites que ça fonctionne moins bien aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas de croissance. Alors moi, effectivement, oui. Alors pardon, je ne sais pas si j'ai dit ça, en tout cas, il y a 100 millions de trajets en voiture par jour en France, et il y a 1 million de trajets en covoiturage. Et l'objectif du gouvernement, c'est 3 millions d'ici 2030. Ah, d'accord. Ouais. Moi, en fait, j'essaie de comprendre parce que jadis, moi, je fonctionnais avec Allostop et puis maintenant, c'est Blablacar. Et voilà, moi, le problème que souvent, je téléphonais à Allostop, c'était dernière minute, on avait le numéro de la plaque, la personne fixait le montant et puis on partait. Alors moi, je voudrais comprendre les raisons pour lesquelles aujourd'hui, je sais que tout passe par Internet, le paiement, tout ça. Et je me dis, pour les déplacements de dernière minute, pourquoi on ne peut plus téléphoner ? Pourquoi il n'y a plus de ligne téléphonique ? Parce que moi, quand je consulte, je vois les horaires, je panique, je me dis, je ne vais pas y arriver. Voilà, la mise en place, moi, elle est trop complexe. Je sais bien que je suis en 2024, hein, mais moi, quand j'avais ma voiture autrefois, ça posait pas de soucis. On fonctionnait aussi par... il y avait la plaque, il y avait la carte d'identité qui était transmise, et ça fonctionnait aussi. Je comprends qu'il faut que ça passe par Internet, mais pourquoi pas le coup de téléphone de dernière minute en disant « Est-ce que vous pouvez me mettre en contact ?» Pourquoi ça n'existe plus ? Je crois qu'on n'a pas de réponse à vous apporter. Parce que, bon, j'ai dû avoir une fois un problème en tant que conductrice. Oui. Et il n'y avait même pas le smartphone. Donc, mais vous soulevez la question de la fracture numérique. Effectivement, vous, c'est votre cas, vous n'êtes pas dans l'usage peut-être des smartphones, etc. Mais il y a d'autres gens, effectivement, qui sont confrontés à ça. On parle aussi de ces soucis par rapport aux services publics, etc. Donc c'est aussi peut-être donner des alternatives dans ce sens-là, et puis remettre du service aussi. Il faudrait un secrétariat. Moi, je vous assure, de dernière minute, à chaque fois, je ne trouve pas. Jamais. C'est une idée à remonter. Jamais, jamais. Alors, elle dit, bon, alors, il faut que je réserve. Alors, les réservations, après, il faut que j'anticipe. Donc, au moins sur 2-3 mois. Alors, donc, c'est le train. Donc finalement, c'est le train. Alors que fois, dernière minute, moi, je décrochais mon téléphone, je dis, s'il vous plaît, là, je dois aller voir une amie qui va se marier ou je sais pas. Elle vient juste de me la danser il y a une semaine. C'est fait sur un coup de, ça arrivait sur un coup de tête. Je trouvais. Alors aujourd'hui, non. Alors après, est-ce que c'est bloqué en fonction de l'âge ? Est-ce que c'est bloqué aussi en fonction du pays ? Je me suis posé énormément de questions. Et peut-être que j'ai tort, mais c'est ma question d'aujourd'hui. Et malheureusement, je crois qu'on n'a pas de réponse. On va... Non, après... oui, rapidement, parce qu'on va clôturer. Oui, je crois que sur le site de la SNCF, quand même, ils proposent aussi les cars et les Blablacar. Donc, je ne sais pas si on peut le faire en dernier... Mais effectivement, c'est aussi via le site. Et juste ce que je vais dire, mais c'est plus pour les trajets du quotidien, il y a des services qui se développent dans certaines villes d'autostop organisés où en fait c'est des bornes de covoiturage et les gens peuvent juste aller à la borne et quand il y a une voiture qui passe, il faut peut-être s'inscrire avant sur un site, mais quand la voiture passe, elle voit les gens et elle prend les gens, donc ça peut être du dernier moment. Mais là c'est plus pour les trajets du quotidien, enfin en tout cas sur un territoire et un périmètre limité. Oui, moi j'ai une grosse voiture parce que en vacances, je transporte entre 1 et 5 petits-enfants. Et j'ai donc besoin. Alors, je n'ai pas une voiture glamour, hein, c'est un vieux Picasso, 7 places. Mais de temps en temps, j'ai 2 trajets favoris. Espace Carpeau, La Défense. Espace Carpeau, Porte Champéret.
je m'arrête à l'arrêt d'autobus. J'ai essayé de m'arrêter à l'arrêt d'autobus et de proposer de prendre un passager, puisque j'ai de la place et que les gens attendent pour rien. Mais il faudrait inventer quelque chose pour remplir les voitures. Je n'ai pas les moyens de m'acheter On va vous matcher, en fait. Peut-être. Voilà. Que j'ai c'est ça la solution. Fallait venir au festival Atmosphère. Voilà. Que j'ai un badge conducteur solidaire qui me permette de donner confiance aux gens qui attendent à l'autobus sous la pluie, des fois dans le froid, pour que je les emmène jusqu'à la Défense. Mais c'est formidable, on a plein de belles idées qui remontent aujourd'hui. Je voulais vous remercier. Encore faut-il que ma voiture puisse rouler à partir du 1er janvier 2025. Oui, bon, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet qu'on n'abordera pas. En tout cas, je voulais vous remercier sincèrement d'avoir été avec nous pour participer à cette conférence. Merci infiniment à tous les 4. Et si c'est possible, la régie, juste de nous mettre sur la dernière slide, j'ai un dernier message hyper important et je vous demanderai quelques secondes d'attention. Le Festival Atmosphère, ça fait 14 ans qu'il existe, ça fait 14 ans qu'il est gratuit, ça fait 14 ans qu'il y a des femmes et des hommes incroyables qui travaillent sur ce festival, sur une programmation qui est extrêmement qualitative pour adresser des sujets qui sont essentiels. Je vous demanderai juste si vous en avez la possibilité de soutenir ce festival, ne serait-ce que 5 ou 10 euros, c'est déjà énorme. Vous avez le QR code, que vous pouvez flasher. Vous pouvez également aller sur le site, c'est hyper important pour le maintien de ce festival. Je vous remercie infiniment pour votre soutien par avance et je vous souhaite une très belle soirée.